Une heure avec, une émission de Pierre Lost. Aujourd'hui, messieurs Paul Morand et Dominique Lecat. Cher Paul Morand, votre œuvre est d'une extrême importance et aussi d'une extrême diversité puisqu'elle comprend des nouvelles, des romans, des biographies, du théâtre, des poèmes, des voyages, des essais, de l'histoire, des chroniques du XXe siècle et des portraits de villes et de routes. Voulez-vous que nous évoquions par vos livres les grandes étapes de votre carrière ? Votre premier livre a été Poème et il était édité au Sans Pareil. Le Sans Pareil était une toute petite librairie qui faisait un peu d'édition, mais qui comptera dans l'histoire du dadaïsme, puis plus tard du surréalisme, car c'était en 1918, fin 18, commencement 19, et nous nous retrouvions là quelques-uns, dont les uns ont bifurqué sur le dadaïsme et d'autres sur une poésie un peu plus conventionnelle, tout en étant encore très libre. Il y avait Breton, il y avait Aragon, il y avait Soupeau, Picabia et moi-même. Et quel a été le destin de Poème ? Le destin des poèmes, eh bien, ils ont été fort gentiment publiés et accueillis, mais comme peut être une petite plaquette de poèmes, au moment où le canon vient de se taire et où le bruit de la vie reprend. Vous avez publié ensuite Tendre stock et qui a été préfacé par Marcel Proust. Oui, j'ai montré ces essais d'abord à Henri de Régnier, qui a gentiment apporté l'un d'eux au Mercure. Et là, Proust l'a lu et il m'a dit un peu plus tard, quand il avait pris de l'amitié pour moi, « Voulez-vous que je donne un bal ou que je vous présente le livre ?» J'ai dit non, j'aimerais mieux que vous fassiez une préface que de donner un bal. Et quelle a été votre première rencontre avec Marcel Proust ? Eh bien, Marcel Proust avait entendu dire par des amis communs que je plaçais son œuvre très haut et que je considérais qu'un amour de Swann, c'était ce qu'il y avait de plus important dans notre littérature depuis l'éducation sentimentale et de plus Flaubert. Alors, ma voix n'était pas du tout une voix autorisée, c'était une voix de jeune homme. Mais le jeune homme, c'était la voix de la postérité qui parlait pour lui, qui était beaucoup plus importante que ma modeste voix était beaucoup plus importante que la voix de Barrès ou de ses condisciples comme Anna de Noailles ou Robert de Flers. Et quelle a été votre dernière rencontre avec Marcel Proust ? Et ma dernière rencontre, hélas, c'est à son lit de mort. Je l'avais vu 2 ou 3 jours auparavant et ce n'est qu'à l'église et sur son lit de mort que je devais le revoir. En 1922, vous avez publié Ouvert la nuit. Quel souvenir conservez-vous de ce livre ? Eh bien, j'avais présenté ça comme des sortes de petits croquis de voyage que je faisais à ce moment-là à travers l'Europe pour porter la valise diplomatique, c'est-à-dire en effleurant les villes, les civilisations et sans y attacher beaucoup d'importance. Et j'ai été surpris de voir que le public attendait cette image d'un monde qu'il ne connaissait pas encore, car les frontières venaient à peine de se lever. Votre Ouvert la nuit a obtenu un grand succès et il a été suivi tout de suite de Fermer la nuit. Fermer la nuit, alors déjà le caractère du style s'affermit et à mon avis le livre est bien meilleur que le premier, ou moins mauvais. En 1924, c'est Lévis et Irène. Alors j'ai commencé à ce moment-là des romans, des courts romans qui m'ont mené jusqu'à Bouddha vivant et où j'avais l'impression d'élargir un peu la fresque et d'approfondir un peu les personnages que je voyais autour de moi au lieu de prendre des croquis rapides dans des bars ou dans la rue. Ensuite, vous parcourez l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique avec L'Europe galante, Bouddha vivant, Magie noire et Champion du monde. Eh bien, naturellement, j'étais passionné par le spectacle du monde, mais toujours en m'étant rendu compte que le monde que je voyais n'allait pas durer très longtemps. Cette espèce de menace, de suspens, d'imminence qui m'a rendu le monde si intéressant et j'étais si désireux de le peindre à ce moment-là tel qu'il est encore, jusqu'en 1935 à peu près. Comment voyagiez-vous ?
Oh bien, je voyageais généralement assez rapidement, beaucoup trop rapidement. Quelquefois, c'était les premiers avions et quelquefois, je passais simplement quelques jours dans les villes. Je faisais des raids sur les pays, forme de voyage que j'ai pris en horreur, car maintenant, je désire passer des mois ou des années dans un pays avant d'en parler. Viennent ensuite de grands livres qui ont été les portraits des grandes villes, New York, Londres, Bucarest. Eh bien oui, je crois qu'il faut faire... J'avais envie de faire une synthèse d'une ville, c'est-à-dire de n'en parler que si j'y avais longtemps vécu. J'ai vécu à peu près 8 ans à Londres, et c'est pour ça que ça a donné un peu de profondeur et de caractéristiques climatériques à ma description. Vous avez vécu longtemps à New York ? Non, j'ai été à New York environ 7 fois et j'ai pu simplement passer 2 mois de suite sans être dérangé et pouvoir écrire mon New York là-bas. Et à Bucarest ? À Bucarest, j'ai été très souvent. J'ai fini par y aller en poste en 39-40, mais auparavant, j'y avais été une dizaine de fois. Arrivent ensuite Air Indien et la route des Indes, encore des voyages. Alors ça, c'est encore des voyages. C'était les premiers avions, non pas de l'aéropostale, mais c'était des avions Ford américains qui commençaient à faire un trajet régulier autour de l'Amérique du Sud. Et alors j'étais passionné d'avions et j'en ai profité pour voir des paysages que je n'aurais pas vus autrement, car ça aurait pris très longtemps. C'est également en avion que vous avez fait Paris-Tombouctou et que vous avez écrit Hiver Caraïbes. C'est également en avion et en bateau. Depuis d'ailleurs qu'on a inventé des avions, je ne suis plus jamais en bateau. Mais ce sont des voyages qui paraissaient encore assez étonnants il y a 20 ou 30 ans et qui maintenant ne surprennent plus personne, étant donné qu'il y a des Français d'un bout à l'autre du monde et que toutes les dames vont passer une demi-heure au Yucatan le vendredi et reviennent le dimanche à Paris. Vous avez écrit un ravissant petit volume qui est intitulé « Le voyage ». Le voyage, qu'est-ce que c'était exactement pour vous ? Eh bien, le voyage, c'était exactement le contraire de ce que c'est maintenant. C'est-à-dire ? On ne voyait des Français nulle part, alors qu'ils voyagent maintenant et que ce sont les rois de la planète. Arrivent ensuite des livres de chroniques, papier d'identité, réflexes et réflexions, le réveil matin, etc. Ben, je me suis trouvé tout à fait par hasard être à la direction, dans le comité directeur du Figaro, de 32 à 39, et comme je ne voulais prendre aucune rubrique régulière, j'ai pris cette forme de rubrique irrégulière qui touche à tout et qui ne traite de rien, et qui s'appelle la chronique, qui est un genre d'ailleurs délicieux, et qui a des lettres de noblesse, puisqu'elle commence à Delphine de Girardin à l'époque romantique, et qu'elle finit par Gérard Boer. Vous avez publié également un livre intitulé « Le petit théâtre ». Eh bien, je n'ai jamais voulu écrire du théâtre autre que radiophonique. Tout à fait exceptionnellement, j'ai donné un petit acte à Madeleine Renaud parce que c'était une amie et elle a admirablement joué au Français quand elle y était encore. Mais je n'ai jamais pu écrire pour le théâtre parce qu'il ne faut faire que ça, il faut mener une vie de théâtre, il faut se coucher tard, chose que je déteste, et en plus, il y a une espèce de don du dialogue qui, à mon avis, ne correspond pas à ce que j'aime. Vous avez consacré un livre à Guy de Maupassant. Qu'est-ce qui vous a passionné dans le caractère de Guy de Maupassant ? Eh bien, c'était l'histoire d'un homme qui avait commencé très brillamment et qui avait fini dans l'horreur. C'était un homme qui se mettait en habit tous les soirs et finalement qui se trouvait rue du Docteur Blanche dans la maison de fou à faire le chien à 4 pattes et à baver. C'est un maître de la nouvelle, vous qui aimez beaucoup la nouvelle. Que pensez-vous des nouvelles de Maupassant ? Eh bien, d'abord, disons que la vie de Maupassant est la plus belle des nouvelles de Maupassant. Et ensuite, il a l'art de la nouvelle telle qu'on la concevait à l'époque, c'est-à-dire toujours écrite dans un certain style d'abord, dans un certain rythme, puisque la nouvelle paraissait dans les journaux et dans les revues, et surtout dans les journaux, puisque tous les grands journaux français publiaient au moins une fois par semaine un conte et une nouvelle, sauf qu'il n'existe plus aujourd'hui.
Vous avez également consacré un volume à Jean Giraudoux et vous avez intitulé ce livre « Giraudoux, souvenirs de notre jeunesse, 1906-1916 ». Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Jean Giraudoux ? Je m'en souviens très bien, j'étais à Munich, mon père était à ce moment-là à Munich et m'avait emmené et il a demandé au ministre du France, qui s'appelait Monsieur Dumaine, si pour un jeune recalé au bac de philo, ce qui était mon cas, il pouvait me trouver un répétiteur et un précepteur qui me fit travailler pour le mois d'octobre. J'ai un jeune normalien, j'ai votre affaire, il s'appelle Jean Giraudoux et il est en ce moment à Munich. C'est ainsi que Jean Giraudoux est arrivé chez moi un matin. Quel a été ce premier contact avec lui ? Eh bien, ça n'a pas été un contact littéraire, ça a été, enfin littéraire, c'est-à-dire qu'il m'a appris à écrire, à faire une composition. C'est le premier qui m'a dit, quand on traite un sujet, on fait 3 paragraphes et une conclusion. Bref, enfin des sages enseignements normaux. Vous avez également fait du sport avec Giraudoux. Nous faisions de course à pied dans les rues de Munich le soir vers 2 heures du matin en sortant de la brasserie ou bien au bord du lac de Starnberg. Et Giraudoux était extrêmement bon coureur. Il avait été champion interscolaire du 800 mètres. Moi, pas champion, mais enfin j'étais dans l'équipe du 1500 mètres. Et là, nous allongions nos distances. Il courait mieux que moi, de même qu'il écrivait mieux que moi. Il vous battait ? Giraudoux m'a toujours battu. Si on l'aimait, il fallait lui donner cette joie, car c'est tout ce qu'il a. Vous avez également consacré un volume à Marcel Proust, qui est intitulé « Le visiteur du soir ». Avez-vous rencontré souvent Marcel Proust le soir ? Forcément, quand je ne l'ai jamais vu de jour, personne ne le voyait, étant donné qu'il faisait venir son petit déjeuner avec le temps, c'est-à-dire vers 6h, 7h du soir. À ce moment-là, il se réveillait, s'il n'était pas trop mal, il envoyait Céleste au téléphone pour savoir si on pouvait dîner avec lui le soir même, car il n'était jamais sûr du lendemain. On a parlé de ces fameux dîners du Ritz, on a parlé de ses prodigalités. Était-il vraiment si prodigue qu'on l'a dit ? Oui, il aimait beaucoup être prodigue. D'abord, c'était sa nature. Ensuite, il ne savait pas très bien compter avec l'argent, puisque le monde extérieur était une espèce de monde fantomatique où il l'avait difficilement à pied, et il aimait beaucoup donner de gros pourboires. Votre journal d'un attaché d'ambassade est un merveilleux livre fourmillant d'anecdotes. Est-ce que vous continuez à tenir un journal ? Malheureusement pas. C'est le seul moment de ma vie où j'ai tenu un journal. Après ça, j'ai pris beaucoup de notes qui sont dans des malles, mais qui sont informes et dont je n'ai jamais rien tiré. Mais vous avez beaucoup de lettres, je crois. Je crois que vous avez échangé des correspondances très importantes avec un certain nombre d'écrivains. J'ai beaucoup de lettres, malheureusement j'en ai perdu énormément. J'avais des très belles lettres de Max Jacob, entre autres. Je ne peux pas arriver à remettre la main dessus. J'ai encore retrouvé une douzaine de lettres de Proust dernièrement. J'ai très peu de lettres de Giraudoux. J'ai beaucoup de lettres de l'époque d'Henri de Régnier. J'ai quelques lettres de Barrès. Et vous ne continuez pas à échanger une correspondance avec Jacques Chardon ? J'écris tous les jours, ou à peu près, depuis une dizaine d'années avec Jeanne Chardon, et nous avons à peu près 15 000 lettres chacun, qui un jour feront, évidemment, intéresseront dans l'an 2000, car nous ne voulons pas que ce soit publié de notre vivant, sauf peut-être de courts extraits dans quelques années, mais nous gardons ça pour la postérité et pour le repos de nos contemporains. Votre biographie de Fouquet a connu un très large succès. Qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement dans ce personnage ? Non, malheureusement, ce livre que j'aime beaucoup, auquel je tiens beaucoup, où j'ai mis beaucoup de moi-même, n'a pas eu grand succès. Mais je trouve que, comme Maupassant, l'histoire d'un homme qui a d'abord commencé brillamment et qui s'est écroulé est une tragédie tout à fait extraordinaire, surtout quand l'homme qui le ruine s'appelle Louis XIV. Ensuite, ce fut Le flagellant de Séville, Hécate et ses chiens, La folle amoureuse, Fin de siècle, Le lion écarlate. Que reste-t-il pour vous de tous ces livres ? Mais il reste beaucoup de choses, c'est-à-dire c'est le restant de ma vie qui a disparu, il reste les livres. Et que vous reste-t-il de l'Espagne ? Il reste une Espagne tout à fait étonnante d'abord, qui est l'Espagne de 47 à 53 ou 54, au moment où on n'avait pas été envahi par les Anglais et les Français, et où on était à peu près seul dans un pays intact et qui n'avait pas bougé depuis la guerre civile, la fin de la guerre civile.
Quand on passait la frontière au pont international d'Irun, tout le monde vous regardait comme un phénomène, les journalistes se précipitaient et vous demandaient ce qui se passait en Europe. Eh bien, vous voyez, on a fait du chemin depuis. Vous avez également publié un livre intitulé « La Dame blanche des Habsbourg ». Eh bien, Robert Laffont, qui commençait une collection sur le cœur et la couronne, c'est-à-dire une étude sur les différentes familles royales, surtout dans le domaine sentimental, m'avait demandé d'ouvrir la collection. Et les Habsbourg étaient un sujet que je trouvais passionnant, mal connu en Europe, et ça m'a beaucoup intéressé de faire un peu d'histoire, sans faire d'histoire anecdotique, ni de biographie romancée, en m'en tenant toujours au roman qu'est l'histoire. Votre dernier roman est intitulé « Tais-toi ». Est-ce que vous avez un roman actuellement en projet? Non, je n'ai pas de roman, j'ai quelques nouvelles, mais pas de roman en projet. J'ai écrit Les Nouvelles des Yeux chez Gallimard pour faire suite aux Nouvelles du Cœur, qui avait paru il y a 6 mois, mais il y a peu d'inédits, et c'est surtout une espèce de voyage à vol d'oiseau sur ma production littéraire, du moins en domaine d'imagination. Et quelle est votre position devant ce qu'il est convenu d'appeler le nouveau roman? Eh bien, je suis un très bon lecteur, mais je m'arrête au seuil tout en voyant le talent, du nouveau roman. Et quels sont, à votre avis, les plus jolis mots de la langue française? Les plus jolis mots de la langue française. Giraudoux disait que c'était délicieux. Eh bien, je crois que ce sont les mots qui ont des racines dans le Moyen-Âge. À partir du XVIe siècle, dès que l'abstrait fait irruption, à la suite de l'antique, du grec et du latin, le français perd une grande partie de son charme. Et la beauté du XVIe, c'est que c'est un amalgame des deux. Pour terminer, je voudrais vous demander comment est composée votre bibliothèque. Malheureusement, j'ai 3 maisons et quand un livre rejoint les autres livres, je ne le retrouve jamais et c'est un désastre épouvantable. Ma bibliothèque n'est pas composée, c'est une espèce d'océan sans forme et sans couleur.
cher Paul Morand, nous avons l'habitude de parler ensemble littérature. Et cette fois-ci, nous allons parler cheval. Pourquoi ? Eh bien, cher ami, pas exactement cheval. Disons plutôt littérature équestre, parce que c'est surtout et avant tout de la littérature. Dans l'anthologie équestre qui vient de paraître chez Perrin, j'ai voulu faire qu'à côté de la technique, la littérature soit aussi présente. La Bible, la Grèce classique, Virgile, Rabelais, Montaigne, jusqu'à Caprilli, Dorgex et nos plus récents auteurs. C'est en somme une histoire de l'équitation. Eh bien, c'est une histoire de l'équitation vue par les Français. C'est-à-dire que même dans sa partie la plus technique, ce livre sera aussi un exemple du très beau français que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque. C'est-à-dire concision, clarté, ordre dans les pensées, justesse dans les mots, dont nous n'avons presque plus idée à l'heure actuelle. Et les étrangers n'ont pas été oubliés, de Grisoni à Newcastle et de Podlaski à Nino Rivera. Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages analogues ? Oui, ce sont des ouvrages qui sont séparés et qui ne sont pas groupés comme je les ai groupés par siècle et par sujet. Quelles sont les grandes lignes qui se dégagent de ce défilé séculaire ? Eh bien, les Français ont été plus ou moins cavaliers. Beaucoup ont écrit sur le sujet. Il y a une vaste littérature espagnole au XVIe, anglaise au XIXe, un peu allemande, mais ce sont des Français qui ont écrit le mieux et le plus. Et je pense que mon anthologie fait voir ça de manière éclatante, faire sortir toutes les qualités d'exposition, de simplification du style français, aussi bien à cheval que la plume à la main. Nous assistons à un renouveau équestre et de nos jours, les manèges se multiplient, les jeunes se passionnent partout pour le cheval. Cette anthologie est éditée chez Olivier Perrin. Oui, c'est une anthologie qui est d'un prix abordable et qui servira non seulement aux spécialistes de l'art, mais également à toute cette jeunesse qui se passionne. Il y a à l'heure actuelle, dans une forêt comme celle de la forêt de Rambouillet, à la côte de laquelle j'habite, où il y avait de temps en temps 2 ou 3 cavaliers avant 39, il y a maintenant 3 manèges de 100-150 chevaux. C'est pour vous dire que tout le monde se passionne. Vous-même, vous avez beaucoup pratiqué l'équitation ? Eh bien, il y a 65 ans que je monte à cheval et je ne sais pas encore monter. C'est vous dire que c'est un art qu'on apprend tous les jours et autant de chevaux, autant de maîtres, car tout cheval est différent. Cher Paul Morand, pouvez-vous définir quel a été votre travail dans l'élaboration de cette anthologie ? J'ai fait ce que je crois aucun écuyer ne pouvait faire, parce que ce sont des passionnés et ils sont partiaux. Et je crois avoir été impartial, je n'ai été ni pour la Guérinière ni pour Brochet, je me suis placé à un point de vue d'abord d'écrivain, peut-être d'intellectuel, et d'homme qui voit tout ça de haut et de loin. Et puis, un des intérêts, peut-être le principal de ce livre, je vais vous le signaler, c'est que ce sont des ouvrages introuvables. Il a fallu, avec Marie-France de Falande, que nous allions à la Bibliothèque nationale, où j'ai eu beaucoup d'aide, et nous avons pu trouver des ouvrages uniques ou presque absolument introuvables à l'heure actuelle. C'est vrai aussi de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Espagne. Il y a un chapitre de Milady qui est publié dans cette anthologie. Eh bien, si je passe un jour à la postérité, je crois que ce sera dans les manèges. Car en effet, c'est le seul livre sur la haute école qui existe dans le domaine de l'imagination. En dehors de l'époque actuelle qui connaît un renouveau de l'équitation, quel a été l'âge d'or ? Eh bien, l'Antiquité nous a laissé des ouvrages techniques dont le principal est la cavalerie de Xénophon. Le Moyen-Âge ne nous a pas laissé grand-chose, car c'était des gens qui se servaient de cheval pour la guerre, pour le transport, mais qui ne perfectionnaient pas l'équitation telle qu'elle a commencé au XVIe siècle, à l'école de Naples, puis au XVIIe en France, au XVIIIe à l'école de Versailles, avec la fondation de l'école de Saumur, la Guérinière, puis le XIXe siècle avec Brochet, et enfin
enfin le XXe siècle. Vous savez qu'au XIXe siècle, l'équitation, enfin je veux dire jusqu'au début du XIXe siècle, l'équitation a été une équitation surtout de manège, une équitation assise où tous les cavaliers ont l'air de monter leur propre statut équestre. Et puis à partir du début du XIXe siècle, ne parlons pas de l'Empire, où on a monté très mal. Napoléon était un très mauvais cavalier et la plupart des maréchaux de l'Empire ne montaient pas très bien. Puis les hommes de la Restauration sont venus d'Angleterre avec l'équitation en avant, sur les épaules, l'équitation dehors, puis on est revenu au manège avec Baucher, qui est à la fois un grand approfondissement de l'art et une grande simplification, c'est-à-dire qu'il montait n'importe quel cheval, même les plus mauvais, et en 2 mois il en faisait des chevaux de concours, et on est arrivé à l'heure actuelle à une magnifique floraison. Alors je vais vous donner quelques noms, il y en a plus de 300 dans mon ouvrage, mais on parle surtout naturellement du Comte d'Or, on parle surtout de Baucher, et on parle de Caprilli qui a laissé très peu d'ouvrages, mais enfin qui a apporté en Europe la mode de la monte en avant pour le concours hippique, rapporté d'Amérique et des jockeys américains, et qui a fait école et qui maintenant triomphe partout. De Carpentry, Heisenberg, le baron d'Heisenberg, Franconi, et je fais un petit détour par le cirque qui a joué un si grand rôle sous Louis-Philippe, Grisonnet, Henri III, Henri IV naturellement, Labroue, un mouton de Boisdef, la Grinière bien sûr, nos grands rois, car c'était tous des grands cavaliers, ou presque tous, sauf Louis XVI. Ensuite, eh bien, vous avez Montaigne, vous avez Newcastle, vous avez, avec les grandes planches de Newcastle admirablement reproduites, tout ça jusqu'au chevalier d'Orgex, en passant par Pellier, avec son dictionnaire équestre, avec Bohatsky, le colonel de l'école espagnole de Vienne, Rabe, qui est un grand homme, Saint-Phal, depuis Xénophon, jusqu'au portugais Nuno Oliveira, qui est probablement le meilleur écuyer du monde à l'heure actuelle. Eh bien, pour en revenir à votre question, cher Lost, je crois que l'âge d'or a été de 1750 à 1850, et en France. En dehors de Milady, quelle est l'importance qu'a tenue l'équitation dans votre œuvre ? Oh, simplement une petite note de couleur par-ci par-là, des emprunts à des images, comme par exemple dans une nouvelle de moi qui s'appelle Fleur du ciel, les 3 jeunes gens qui à Vienne, dans la forêt, font un concours, un pari à cheval. À quelles difficultés vous heurtez-vous quand vous entreprenez d'écrire un livre ? Eh bien, au papier blanc, le papier blanc est un véritable mur, et c'est un mur sur lequel il faut construire, et c'est très très difficile de remplir du papier blanc. D'abord d'avoir une table, je n'ai jamais eu de table. Les petites tables ne me conviennent pas, et les grandes tables, je ne peux pas y tenir assis. Je ne peux pas être assis, il faut que je bouge. Alors toutes les 5 minutes, je m'interromps, je vais à bicyclette, je fais une course, je bêche, mais jamais je ne peux me tenir à une table de travail de 5 heures du matin, comme Valérie, à midi. Pour vous, qu'est-ce qu'un personnage de roman ? Oh, un personnage, c'est quelqu'un qu'on attrape par je ne sais quel bout. Tantôt on va le chercher, tantôt il entre en vous. Tantôt on se dédouble, et tantôt c'est un personnage tout cuit qu'on vous offre. Il n'y a pas de règle. Lorsque vous écrivez, avez-vous des repentirs ? J'ai des repentirs, des corrections, et j'ai toujours admiré les pages de Giraudoux qui sont célèbres, où il n'y a pas une rature. Il y a une rature tous les 10 pages, n'est-ce pas? Parce que la pensée sort toute formée. Avez-vous détruit des livres que vous aviez déjà sérieusement commencés ? Jamais. Sauf le premier, qui était un très grand roman imité de Paul Bourget, que j'ai détruit, et vraiment le feu ne m'a jamais semblé aussi utile. Avez-vous des manies d'écrivain ? Oui, d'abord, ne pas tenir en place, c'est une manie. Ensuite, vouloir avoir fini avant d'avoir commencé est une autre manie. Faulkner a dit il y a 3 choses importantes pour un écrivain: l'observation, l'imagination, le style. Mais 2 seulement peuvent suffire. À votre avis, quels sont les points importants ? Eh bien, je crois qu'il faut que l'observation soit doublée de l'attention et de la concentration. Un écrivain qui ne se concentre pas et qui n'a pas de mémoire, c'est pas la peine qu'il écrit. Quel est le pays étranger qui vous a apporté le plus ? L'Espagne. Et pourquoi ? Parce qu'il ne ressemble à aucun autre.
L'Angleterre, maintenant, est un pays continental. Il a perdu beaucoup de son intérêt. Et les autres pays ont subi beaucoup plus d'influence que l'Espagne n'en a subi. Et si l'on prononce devant vous le mot « ami », quel est le visage qui se dessine? Ça dépend de quelle époque de ma vie vous voulez parler. Ce sont des visages qui se sont succédés, et comme on se succède à soi-même. Je veux dire, on est 5 ou 6 personnes successivement dans sa vie, et bien à chaque personne, il y a un ange gardien différent. Et quels ont été les anges gardiens de votre vie? Eh bien, je crois que le premier a été Giraudoux. Et ensuite? Des hommes complètement ignorés, nous en revenons à l'anthologie équestre, comme Armand Charpentier, par exemple, qui était le dernier élève de Phyllis, est un homme qui a eu une véritable influence sur moi. Philippe Berthelot, au milieu de ma vie, ou plutôt au commencement de ma vie, qui était un personnage extraordinaire et qui me marquait profondément. Laval aussi, qui était une espèce de gitan prodigieux et qui m'a beaucoup influencé.